Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Au cours d'une visite d'amitié et de travail lundi au Nigeria, le chef de l'État Alassane Ouattara a échangé avec le président élu Muhammadu Buhari. Jérôme Kofi Abolin nous relate les temps forts de cette rencontre. Alternance démocratique pacifique au Nigeria, quelle leçon de démocratie pour l'Afrique de l'Ouest et pour tout le continent? Ces propos sont du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à l'endroit du président élu du Nigeria, Muhammadu Buhari, au cours d'un entretien à l'occasion de sa visite d'amitié et de travail de 24 heures, ce lundi 20 avril 2015 à Abuja. Échange faisant suite à celui que le président Alassane Ouattara a eu avec le président Goodluck Jonathan. Il s'agit essentiellement pour le chef de l'État ivoirien de venir féliciter le président Buhari suite à sa brillante élection et partager avec lui sa fierté pour cette leçon de démocratie que le Nigeria, à travers ce scrutin, vient de donner au monde entier. Je suis venu saluer, féliciter le président Buhari pour son élection, sa brillante élection, et lui dire que nous sommes très fiers de la manière dont les choses se sont passées au Nigeria. Ceci est très important pour l'Afrique de l'Ouest et pour le monde. Le Nigeria a un rôle important sur le continent et dans le monde. Et nous sommes très fiers de cette alternance, de la manière pacifique dont elle s'est effectuée. Et je viens souhaiter bonne chance au président Buhari. Le président élu du Nigeria, Muhammadu Buhari, a de son côté exprimé sa gratitude au président Alassane Ouattara pour lui avoir rendu cette visite qui constitue à ses yeux le signe d'un soutien à la réussite de son mandat. Il a aussi félicité le président Goodluck Jonathan pour ses qualités d'homme d'État qui ont permis cette alternance pacifique au Nigeria. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a investi hier le site de l'Hôtel Ivoire. C'était pour lui l'occasion de constater l'état d'avancement des travaux de rénovation de ce complexe hôtelier. Daniel Cablon-Duncan a annoncé pour le 10 mai la remise en service de l'Hôtel Ivoire. Léon Brou. De la patinoire au 12e étage du bâtiment principal, en passant par le hall, les appartements, les chambres, les suites présidentielles, aucun compartiment de l'aile du Sofitel Hôtel Ivoire en réfection n'a échappé au regard du Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. À un mois des assemblées annuelles et du cinquantenaire de la BAD, ici à Abidjan, le chef du gouvernement veut s'assurer que la Côte d'Ivoire peut effectivement accueillir les 4000 participants. Et c'est affirmatif, il ne reste que quelques retouches pour parfaire le luxe du Sofitel Hôtel Ivoire. Des travaux censés s'achever au plus tard le 10 mai 2015. Demain d'ailleurs, le Conseil des ministres doit avoir une communication sur ces assemblées et inviter donc toute la population ivoirienne, pas seulement, disons, celle d'Abidjan, à assurer un excellent accueil. Disons que ceux qui viendraient de l'extérieur, on pense qu'il pourrait y avoir 4000 personnes qui vont se déplacer sur Abidjan. Donc il faut qu'on s'apprête à les accueillir et l'Hôtel Ivoire est un lieu privilégié de rencontre. Cette visite du Sofitel Hôtel Ivoire d'une capacité globale de 420 chambres est la troisième du genre qu'effectue le chef du gouvernement dans le cadre des préparatifs des assemblées annuelles et du cinquantenaire de la BAD. C'est que ces rencontres de l'institution financière en terre d'Eburnie participent du repositionnement de la Côte d'Ivoire. Le premier numéro de l'annuaire des femmes compétentes vient d'être remis à la première dame. Dominique Ouattara a saisi cette opportunité pour faire part de sa vision de la contribution de la femme dans le développement, de la contribution dans le développement de la femme. Elle s'adressait à une délégation du compendium des compétences féminines. Abiba Dambeli. La délégation conduite par la conseillère spéciale du président de la République, chargée du genre et des affaires sociales, est allée remettre à la première dame, Mme Dominique Ouattara, le tout premier exemplaire de l'annuaire des femmes compétentes, cadre de haut niveau ainsi qu'un CD interactif. Mme Jeanne Peumont a remercié la première dame Dominique Ouattara, marraine de cette initiative qui va contribuer à la promotion du genre en Côte d'Ivoire. L'annuaire des compétences féminines est un précieux outil de travail qui doit être effectivement utilisé par les décideurs pour faciliter le recrutement, la nomination et la promotion des femmes
à tous les niveaux de prise de décision publique et privée. Madame la Première Dame, nous formons le vœu que vous soyez notre avocate auprès de votre époux, son Excellence, Monsieur le Président de la République, et des autres décideurs, afin que cet annuaire serve effectivement d'outil d'aide à la prise de décision et à la promotion des femmes. Grâce à vous, nous espérons que ce document ne sera pas un document de plus. La Première Dame de Côte d'Ivoire a prodigué de bons et sages conseils aux initiatrices de ce compendium des compétences féminines. Dominique Ouattara, qui s'est toujours impliquée pour la cause des femmes en Côte d'Ivoire. Je pense que vous avez réussi la première phase, à savoir l'élaboration de ce livret, de ce recueil, qui est un recueil de compétences féminines, pour éviter que ce soit un document de plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut le diffuser. Il faut le diffuser largement, auprès de toutes les administrations. En parler aussi beaucoup autour de vous, parce que c'est important. Et ensuite, ce que j'aimerais, c'est que dans quelques temps, vous nous disiez, vous faisiez savoir, par une petite conférence, combien de femmes ont été donc sollicitées, combien de femmes ont accepté donc les offres qu'on leur avait données. Et ça, je pense que c'est important. Cet annuaire, dans lequel est répertorié 1003 femmes cadres supérieurs, classées par secteur d'activité et par ordre alphabétique, sera mis à la disposition des administrations publiques et privées. Il sera vulgarisé afin de permettre à ces femmes compétentes d'accéder aux plus hautes instances de décision. Les initiatrices du compendium ont pour projet de mettre en réseau plus de 10 000 femmes compétentes. Le centre de gestion intégrée chargé de l'émission des transports fait son bilan. Face aux journalistes, des responsables de cette structure ont mis en exergue ses progrès. Les membres de la presse ont également eu droit à une visite des 5 centres établis dans le district d'Abidjan afin de mieux comprendre le fonctionnement du centre intégré de gestion. Jean-Louis Gbangbo. C'est l'un des axes forts de la nouvelle réforme du secteur des transports routiers. La création du centre de gestion intégré vise à introduire plus de fluidité et de facilité dans la délivrance des titres de transport. 9 mois après son entrée en vigueur, ce sont les usagers qui jugent le fonctionnement de cet outil du ministère des Transports. Moi, je suis arrivée à 7 h, ils ont commencé à 8 h. En tout cas, ça s'est bien passé. Je suis venue, ils se sont très bien occupés de moi. Il n'y a pas trop d'attente. Avant, il y avait trop de monde, tu étais obligé de te retourner, voire même venir peut-être à 5 h du matin pour venir faire le rang. Aujourd'hui, j'ai bien dormi, je suis venu à 8 h et actuellement, je suis là, je suis à la finition. La visite des sites d'Abidjan, initiée par les responsables du centre de gestion intégré, était l'occasion de mettre en exergue ces progrès réalisés. Nous avons reçu au niveau de nos centres environ 1 million de personnes. En termes de titres édités, vous avez le permis de conduire qui vient en tête avec plus de 200 000 permis édités. Les cartes grises qui se situent au-delà des 100 000. Mais comme toute œuvre humaine, le centre de gestion intégré n'est pas exempt de critiques. C'est peut-être fluide pour certaines personnes, mais ce n'est pas fluide pour moi. Parce qu'il y a des personnes qui sont venues après moi, qui devaient recevoir leur permis à 10 h, mais qui l'ont reçu bien avant moi, depuis belle lurette. Et là, il est midi, je suis encore là, je suis assis, j'attends. Pourtant, toutes les dispositions ont été prises pour éviter ce genre de désagréments. Au niveau du permis de conduire, aujourd'hui, quand vous arrivez le matin, au plus tard l'après-midi, vous pouvez recevoir votre document. Quand vous arrivez l'après-midi, le jour suivant, vous pouvez recevoir votre document. Aujourd'hui, ce sont 19 centres qui sont en fonction sur toute l'étendue du territoire. Il est prévu l'ouverture de 13 autres à l'intérieur du pays pour garantir une meilleure accessibilité à ce service public qu'est le centre de gestion intégré. L'impact des systèmes de communication sur les populations a été expliqué à des responsables d'entreprises et représentants de ménages. C'était à la faveur d'une rencontre à laquelle a aussi pris part Jean-Louis Gbangbo. Réduction des charges de communication, amélioration du travail, mobilité, sécurité et maintenance des équipements. De tout cela, il a été question lors du séminaire sur les systèmes de communication en entreprise. L'occasion était belle pour les initiateurs de présenter différents produits et services qu'ils ont développés pour simplifier la vie des populations, à savoir réduire les charges de communication en s'assurant une meilleure qualité du travail. Ces solutions permettent à chaque entreprise de faire beaucoup d'économies.
Avant, voyez-vous, on dépensait énormément d'argent pour communiquer. Prenez par exemple une banque qui a beaucoup d'agences. Pourquoi payer de l'argent pour appeler une agence qui a mal couru alors que vous avez un lien informatique qui existe? Ces produits permettent de mettre la voix sur ces liens et bientôt même la vidéo sur ces liens afin de ne rien payer en fait. Notre rôle, c'est évidemment d'aider les entreprises à être encore plus productives en utilisant nos solutions, donc à différents niveaux, que ce soit déjà par l'installation, par l'utilisation, la formation, puisque tout ce qu'on propose en fait pour nos usagers ont des formats, on va dire, intuitifs. Au-delà de la théorie, les séminaristes ont eu droit à une partie des démos de ces équipements qui sont aussi bien adaptés pour les entreprises que pour les ménages. Les initiateurs du séminaire ont aussi plaidé auprès des pouvoirs publics pour un renforcement des actions dans le sens de l'expansion des outils de communication. Le Centre ivoirien anti-pollution procède au curage des lacs de la ville de Yamoussoukro. Ces travaux vont permettre de préserver les lacs en voie de disparition, faute d'entretien. Herman Niamien. Les lacs, aujourd'hui dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, n'existent plus que de nom. Jadis objets de convoitise, ils sont en voie de disparition. L'ensablement de ces étangs d'eau s'accroît de jour en jour et les végétaux aquatiques indésirables les ont pratiquement tous envahis. Sur les 11 lacs que compte la ville de Yamoussoukro, seulement 3 sont en bon état parce qu'ils bénéficient d'une subvention de la présidence de la République. Il faut aujourd'hui une action vigoureuse pour redonner à ces lacs leur lustre d'antan. C'est ce que tente de faire le CIAPOL, le Centre ivoirien anti-pollution. Depuis 2 mois, une opération de curage des différents lacs de la cité est en cours. Et parmi les 11 lacs, nous avons décidé de nettoyer 7. Et pour l'instant, nous sommes sur le lac U. Ces végétaux, on les appelle dans notre jargon, les végétaux aquatiques envahissants, VAE. Mais il y a plusieurs méthodes. Mais la méthode que nous avons choisie, c'est la méthode physique, la méthode mécanique, qui est de les couper, de les déraciner à partir du fond du lac. Cette opération vient à point nommé pour redonner à ces lacs-là leur beauté d'antan et puis redonner aussi aux populations la santé. Le manque d'entretien des lacs représente un véritable danger pour la population. La nuit tombée, ces étangs d'eau dégagent des odeurs irrespirables parce qu'ils sont pollués. Ils constituent aussi un nid de reproduction des moustiques qui sont à la base de plusieurs maladies. Certaines indiscrétions soulignent aussi que les caïmans qui font le charme de ces lacs sortent souvent de leur biotope après les grandes pluies, ce qui constitue une véritable menace pour les riverains. Téné, ce serpent a été tué pendant les opérations de curage. Et ce type de reptiles, on en trouve des milliers dans les bas-fonds des lacs de Yamoussoukro. Ces lacs artificiels ont été créés par le premier président de la Côte d'Ivoire qui, à l'époque transformant son village en capitale politique de la Côte d'Ivoire, a voulu en faire une cité touristique. Rapprocher les enseignants ivoiriens et français pour un partage d'expériences sur les contenus des programmes enseignés, c'est le but de la 5e édition des rencontres universitaires et scolaires franco-ivoiriennes, des rencontres autour de l'enseignement de l'histoire et de la géographie. Pagasoro Koni. 1945, en pleine Seconde Guerre mondiale, un mouvement de résistance conduit par le général de Gaulle, auquel participent des soldats africains, permet la victoire de la France. Les organisateurs de la 5e édition des rencontres universitaires scolaires franco-ivoiriennes autour de l'enseignement, de l'histoire et de la géographie décident donc de commémorer cette victoire. Objectif, montrer l'importance de la participation de l'Afrique noire à la libération de la France, d'où le thème de cette 5e édition, l'Afrique noire et la France libre. C'est un sujet qui est quand même généralement assez méconnu et pourtant, sans l'Afrique noire, la France n'aurait pas pu être libérée, on en est tous bien convaincus. Placée sous le signe de la coopération éducative, cette rencontre bénéficie du soutien du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, mais aussi de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Un enseignant doit toujours apprendre. Et ici, c'est comme un exercice d'apprentissage pour les enseignants, qui sortent de là avec beaucoup de renforcement de capacités et qui les mettent à l'aise vis-à-vis de leurs apprenants. Pour les participants, les rencontres universitaires et scolaires franco-ivoiriennes autour de l'enseignement, de l'histoire et de la géographie permettent de renforcer les capacités des enseignants.
Ce sont des rencontres qui enrichissent les connaissances de part et d'autre et donc qui rendront le contenu des enseignements dans nos lycées beaucoup plus attrayant pour nos enfants. Cette année, 10 lycées ivoiriens et 3 lycées français ont préparé à cette 5e édition des rencontres universitaires et scolaires franco-ivoiriennes autour de l'enseignement de l'histoire et de la géographie. À l'étranger, au moins 800 migrants ont péri en moins d'une semaine en Méditerranée. Le bilan des naufrages a été officiellement établi hier. Nous en parlons avec Gabriel Zani. Le naufrage du chalutier en Méditerranée dans la nuit de samedi à dimanche 19 avril aurait causé la mort de 850 personnes. Il s'agit du drame le plus important en Méditerranée. Ce lundi encore, 3 personnes, dont un enfant, sont mortes près de l'île de Rhodes en Grèce quand un bateau a heurté des rochers. De plus en plus, des migrants quittent la Libye. Ils viennent pour la plupart de l'Afrique centrale et orientale, passent par le Soudan, l'Égypte ou le Tchad pour gagner la Libye, puis se dirigent vers les îles de Malte et de Lampedusa pour enfin atteindre l'Europe. L'afflux de ces dernières années des migrants clandestins en provenance de la Libye est sans précédent. Et 2015 pourrait battre le record car les tentatives d'immigration clandestine se multiplient. En janvier et février 2015, environ 7 882 migrants ont débarqué sur les côtes italiennes en provenance d'Afrique contre 5 512 l'année précédente, soit une hausse de 43% selon les chiffres officiels du ministère italien de l'Intérieur. En 2014, plus de 165 000 migrants clandestins avaient débarqué sur les côtes italiennes. 1500, c'est le nombre de migrants qui se sont noyés dans les eaux entre la Libye et l'Italie depuis le début de l'année 2015. Un sommet extraordinaire de l'Union européenne est prévu jeudi prochain. Et toujours hors de nos frontières, la coalition dirigée par l'Arabie saoudite a déclaré hier la fin de sa campagne aérienne au Yémen contre les rebelles Houthis. Elle a annoncé le début d'une autre opération baptisée « Restaurer l'espoir ». L'ancien président égyptien Mohamed Morsi a été condamné hier à 20 ans de prison pour des violences lors d'une manifestation en décembre 2012. C'est le premier verdict prononcé à l'encontre du dirigeant islamiste depuis sa destitution par l'armée en juillet 2013. En Indonésie, la Cour suprême a rejeté mardi l'ultime recours d'un condamné à mort français. Serge Atlaoui est accusé de trafic de drogue et condamné à mort. Il est incarcéré depuis 10 ans et risque d'être le premier Français exécuté dans le pays depuis près de 40 ans. Et c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes. RTI 1, la chaîne qui rassemble.